bien le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Et oui, il fait nuit. Après une journée de tempête de pluie, nous voici, nous voilà pour faire une nouvelle vidéo et pour parler du hip-hop. Oui, ça fait un petit moment que je parle pas réellement de hip-hop. La dernière vidéo était sur DJ Mehdi et sur son documentaire. Et du coup, là, j'ai décidé de faire un petit hors-série pour vous parler des clashs dans le hip-hop. Et oui, dans le hip-hop, comme vous savez, c'est quelque chose, une coutume finalement depuis toujours dans le hip-hop. Les clashs fait partie de l'essence même de la discipline. Et le tout dernier clash connu et surconnu mondialement a été entre Drake et Kendrick Lamar. Et du coup, ça m'a éveillée sur quelque chose. Oui, je me suis dit, waouh, les clashs, tout ça, ce serait bien d'en parler un petit peu, de parler de certains cas où on a eu de clashs, des plus grands, etc. On va pas passer par tous les clashs du hip-hop dans cette vidéo. J'ai juste sélectionné quelques-uns, en fait, que je trouvais assez intéressants. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants, finalement. Juste seulement, parlons de Drake, entre Drake et Meek Mill, Drake, The Weeknd. Bref, il y a tellement entre Drake et tout le rap game, ou même 50 Cent et le rap game, bref. Mais là, j'ai voulu aller déterrer un petit peu ce qu'on parle le moins finalement dans le hip-hop, ou très peu. En tout cas, je vois très peu de personnes parler de certains clashs. Donc, il y aura un ou deux qui sont un peu moins médiatisés et un ou deux autres où ils sont surmédiatisés. Bref, sans plus attendre, cette intro était extrêmement longue. Passons tout de suite à la vidéo. Là, je vais vous parler d'un clash que tout le monde connaît finalement. Tout le monde connaît, mais qui connaît très peu. Alors, ça va être très rapide. C'est entre LL Cool J et Ice-T. Et oui, deux grandes légendes du hip-hop de l'époque qui sont là depuis maintenant des années. LL Cool J qui vient de sortir un album mythique, moi je trouve, franchement. Alors, il y a 2-3 petites zones où voilà, mais pour moi, LL Cool J est en forme, est là et au top. Et Ice-T, grande légende du gangsta rap. Parce que oui, beaucoup parlent du groupe NWA avec Eazy-E, fondateur père du gangsta rap. Non. Le vrai fondateur du gangsta rap, pour moi, reste Ice-T, messieurs, dames. C'est Ice-T qui a commencé avec le gangsta rap. Alors, introduisons, LL Cool J vient de New York. Et plus précisément du Queens, ok. LL Cool J commence à faire des freestyles, tout ça, et il sera signé, ce sera une des premières signatures, entre autres, du label Def Jam, le fameux label où il est encore signé actuellement. Ça fait 40 ans qu'il est dans le label de Def Jam. LL Cool J a un style de rap assez différent à l'époque, donc il a ce côté très dur, très bad boy, etc., où il sait rapper des choses dures, crues, de la rue, etc. Mais il a aussi ce côté très bad boy love pour les filles. Il fait des musiques rap pour les filles, avec des sonorités très love, voilà. Parlons maintenant d'Ice-T. Ice-T vient du New Jersey, ok, plus précisément de Newark. Je vais le noter parce qu'à chaque fois mon anglais est dégueulasse. Ice-T est un des fondateurs du gangsta rap, ok. Comme je disais au tout début, il lance sa carrière aussi plus ou moins en même temps que notre très cher LL Cool J à cette époque-là. LL Cool J était déjà bien en place, hein, il était connu, New York, tout ça, le rap, voilà. Ice-T était surtout connu pour des morceaux assez violents finalement. C'est un des premiers, ou son premier album, Rhyme Pays, à avoir eu un signe d'avertissement parental. C'est un des premiers albums à avoir eu ce petit signe pour dire que voilà, cet album contient des choses un peu illicites. Voilà. En fait, Ice-T est comme pour plein d'autres après à LA et tout ça. Ice-T est dans un endroit où c'est infesté de gangs en fait. LA, tout ça, toute la West Coast vivent de ça en fait. Les Crips, les Bloods sont là
et domine. Et c'est vraiment une partie de la côte des États-Unis où vraiment ça domine, quoi. C'est les gangs, tout ça, c'est très présent, c'est très ancré dans la culture de la West Coast. Et Ice-T, en fait, il raconte le quotidien de la West Coast, qui est totalement une autre réalité de la East Coast, New York, tout ça, et même du Sud, etc. Du coup, voilà, donc il fait du gangsta rap et tout ça, machin. Mais il restait, faut savoir que le rap à cette période-là, et même encore un petit peu au jour d'aujourd'hui, New York, parce que oui, le rap est né à New York, je vais pas se mentir, vers Brooklyn, etc. Nanana. Mais New York, ils s'autoproclament, ils disent le meilleur rap c'est New York. Si tu viens d'ailleurs, on te prend pas au sérieux. Tu viens pas de New York, tu viens d'LA, machin, tout ça. Non. Ceux du Sud ont été beaucoup boycottés parce qu'ils venaient du Sud. Personne à New York prenait le sérieux. Et la musique était diffusée à New York, passait partout. Ice-T voulait sortir de cette zone de LA. Il était connu à LA, mais il voulait sortir de cette zone. Et il dit, mais c'est qui le plus grand rappeur à ce moment-là à qui je vais me frotter? LL Cool J. Alors, il y a plusieurs raisons. J'ai vu des interviews des deux, machin, tout ça, qui en parlent. Très peu plus Ice-T en parle que LL Cool J, pour le coup. Parce que c'est Ice-T, en fait, qui lance les festivités de ce clash, tout ça. C'est lui qui commence. Il lance le pic du fait que, justement, LL Cool J fait des raps pour filles, alors qu'il dit que c'est le meilleur rappeur, que ça va dur à cuire, nanana. Mais il fait des raps pour filles. Voilà. Donc, écoute, Jay va répondre. Donc, il y aura plusieurs 10 à chaque fois. Alors, ça ne sortira jamais des musiques, hein, ce sera toujours par 10 interposés, etc. Ice-T sera connu. Donc, ça se passe. Le clash se passe avant que NWA explose. Hein, donc, c'est vraiment 1 ou 2 ans avant, etc. Donc, ça va être comme ça tout le long. Finalement, il n'y aura pas de vainqueur. Finalement, il n'y aura pas de vainqueur. Tous les deux seront très bons dans les sons. On ne désignera pas forcément de vainqueur à ce clash-là, parce que finalement, ils vont se calmer au niveau des diss tracks, ils vont sortir, etc. Et l'eau va couler sous les ponts. Ice-T va déclarer dans des interviews récentes, vraiment, hein, c'est des interviews qui datent de 2023, 22, tout ça, 20 même, que j'ai vu, où Ice-T, on lui pose la question, écoute, j'ai Ice-T, tout ça, puis il disait, Ice-T, c'est comme je vous ai expliqué au début, de ses propos, en fait, hein, c'est de là que je tiens toutes ces informations, de ces interviews, où il parle, où il dit, en fait, je devais sortir de LA. Il fallait que je sorte de LA, il fallait que je sois connue partout. À qui je peux me frotter? Écoute, Jay. Pourquoi? Parce que c'était un des plus grands rappeurs à ce moment-là du côté de la West Coast. Et il devait se frotter à quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour lui, ça n'a jamais été plus qu'un challenge. Finalement, il l'apprécie normal, quoi. Je veux dire, il le déteste pas, en fait. Et pour lui, c'était plus vu comme un challenge plus qu'autre chose. Donc, c'était vraiment un challenge musical, parole, de diss track, finalement. Comme la définition du clash dans le hip-hop est faite, en fait. Comme la base du hip-hop. Et LL Cool J dira plus ou moins pareil aussi, que pour lui, ça reste dans des challenges et tout ça, c'est un chapitre de leur vie. Il y aura une photo qui sortira d'eux, je crois. Et en 2023, à l'occasion de l'hommage au hip-hop aux Grammys, Ice-T poste justement cette fameuse photo avec LL Cool J et il met en légende, voici une photo que les fans de hip-hop pensaient ne jamais voir. Donc là, c'est vraiment la fin finalement de cette querelle officielle en disant, ils ont travaillé ensemble sur divers projets d'ailleurs. Ils ont notamment parlé tous les deux. Ils se sont beaucoup aidés sur plusieurs projets. Ils ont discuté très rapidement en disant, Ice-T a été vers lui en disant, sache que moi, c'était juste un challenge, j'ai rien contre toi, mec, en fait. Mon pote, c'était un bon chapitre de notre vie, j'ai trop kiffé faire ça et tout, et LL Cool J était là et il dit, mais c'est bon, quoi.
Et ils sont pas potes en soi, mais ils sont juste, c'est des grandes légendes. Et puis voilà. Puis ce qui est le plus drôle quand on regarde dans ce clash, c'est que tous les deux sont acteurs, d'accord, et tous les deux ont joué dans une série chacun respectivement. Et ce qui est drôle, c'est que Cool J vient de New York. Et il a été faire NCIS Los Angeles, donc littéralement où Ice-T vient. Et Ice-T a fait une série New York Police Judiciaire. Frérot, mettez-vous d'accord, enfin, restez dans vos trucs. Déjà que, bref, cette anecdote, moi, je la trouve très drôle de me dire que, voilà, ils étaient tous les deux très bons en tant qu'acteurs, d'ailleurs, je tiens à le préciser et à le dire. Donc voilà, c'est un clash assez cool. Finalement, les 10, c'était très intéressant. J'ai écouté quelques sons, etc. Franchement, autant l'un que l'autre se défendent bien. Donc ouais, c'est vraiment un clash très sympathique. Parlons maintenant d'un clash, les gars, qui est très peu parlé dans le monde du hip-hop, je trouve. Et c'est moi en fouillant, en fait, et tout ça sur des sites, etc. Je vois quoi? KRS-One et MC Shay. J'avais jamais entendu parler de ce clash des deux. C'est l'un des premiers clashs du hip-hop US. Laissez-moi vous expliquer. Alors, MC Shane vient du Queens. Il est surtout connu par le son qui vient de ce même clash, The Bridge, et la collaboration, la fameuse collaboration, d'ailleurs j'adore ce son pour le coup, avec Snow, avec le son Informer, qui a été un succès planétaire. Vraiment, ça a tourné partout, d'accord? Ensuite, KRS-One. KRS-One, lui, vient du Bronx, donc New York aussi. Il a énormément contribué au rap US. C'est vraiment une légende, un des pères de cette discipline. Et il a beaucoup contribué justement au rap conscient, tel un grand Master Flash a pu le faire un petit peu à la même période ou même avant lui. Et il parle aussi un peu de ce qui est politique, etc., comme un public ennemi, groupe public ennemi a pu faire. Donc il parle vraiment, il a vraiment un discours engagé. Cette querelle entre les deux, elle a un nom. Elle s'appelle le Bridge War, qui signifie la guerre des ponts. Pourquoi la guerre des ponts? Pourquoi Bridge War? Parce que tout simplement, c'est deux rappeurs de New York qui se clashent. Et ils se clashent pour une raison, pour défendre le fait de où est né le rap. Littéralement, c'est ça le clash, entre autres. C'est une des histoires. C'est une des histoires. On y arrive. Le rappeur MC Shane et la clique de MC Shane sort un morceau qui s'appelle justement The Bridge. Et il parle de son hood et de l'importance du hip-hop. C'est comme s'il revendiquait le fait que le hip-hop est né là-bas. Ce morceau a été mal interprété par le camp adverse, du coup, de KRS-One, et même par plein d'autres, mais surtout KRS-One, qui décide de l'attaquer sur un autre morceau qui s'appelle South Bronx. De là va naître plusieurs disques qui vont sortir, ok, d'accord. Donc, il y a un autre diss track qui va sortir par la suite de MC Shane, qui s'appelle Kill the Noise. KRS-One va ressortir un autre son. Bref, ils vont être comme ça avec plusieurs disques qui vont sortir, ça pendant 2-3 ans. Cette querelle va se faire. Et à un moment, KRS-One va décider, entre autres, pendant ces 2-3 ans-là, clasher une autre membre du groupe de MC Shane, une femme, une des premières femmes hip-hop à être connue à cette période-là, Roxane Shante. Il va l'attaquer sur le son The Bridge is Over, d'accord? Roxane Shante va se décider de lui répondre, tout simplement, sur le son Have a Nice Day. J'ai été écouter le son et tout, une grande performance de Roxane Shante. Elle l'a un petit peu éteint quand même, on va pas se mentir. Non, franchement, c'est bravo à elle. Elle s'est très très bien défendue sur ce son-là. Alors du coup, le clash va continuer, etc. Et la querelle va se calmer en 1987. Pourquoi ça va se calmer à ce moment-là? Le DJ du groupe Boogie Down Production, donc c'est le groupe de KRS-One, ok,
le DJ qui s'appelle Scott LaRock, le grand Scott LaRock, va se faire tuer par balle après avoir voulu séparer une dispute conjugale. Voilà, un fait assez terrible, donc tout le monde est en deuil. Et MC Shane va justement vouloir compatir avec tout cela, donc il ne va pas, par respect, continuer ce clash. Du coup, même le clan de KRS-One n'est pas dans ce mood-là. Du coup, cela va rester calme pendant en tout cas 2 ans. Et en 89, MC Shane va se décider de raviver la flamme de ce clash et va sortir un son avec de nouveau plusieurs pics envers KRS-One. KRS-One, par contre, va prendre en tout cas 1 an à lui répondre. On aura une non-réponse de KRS-One pendant en tout cas 1 an. À la fin, dans les années 90, on va les retrouver tous les deux dans une pub de Sprite, en fait, dans un ring un peu de boxe, en train d'échanger des rimes, tous les deux. Donc, voilà, c'est un peu comme une fin de querelle entre les deux, entre ce clash, un des premiers clashs du hip-hop US. Et MC Shane est vu comme le perdant de ce clash parce que sur la fin, il a plus trop assez donné et finalement, MC Shane n'a pas continué sa carrière musicale, tandis que KRS-One, par contre, a continué à être une légende du hip-hop US et a eu une carrière solo par la suite assez notable. Vraiment, il a continué à être toujours dans l'actualité. Donc voilà pour ce clash-là. Alors, je vous disais au tout début ou au milieu, je ne sais plus de mon récit, qu'il y avait une deuxième histoire. Ce n'était pas que seulement pour défendre le hip-hop, d'où il vient réellement, l'origine, quelle est la ville d'origine du hip-hop, où est né le hip-hop. Non. On a une autre histoire qui est assez courte, hein, où on a en fait le groupe de KRS-One, donc avec les DJ, tout ça, qui se décide à l'époque, avant toute cette querelle, à donner une cassette contenant plusieurs morceaux à DJ Magic, qui est le DJ du groupe de MC Shane, d'accord. DJ Magic n'a pas forcément aimé les morceaux, d'ailleurs il a trouvé ça un peu ringard à l'époque et a décidé de rejeter toute collaboration avec le groupe de KRS-One et la légende dit qu'il aurait même cassé la cassette en 2, voilà, sans aucune pitié. Donc, comme on peut le voir là, il y a déjà un conflit avant même de vouloir défendre l'origine du hip-hop dans New York. Passons maintenant du côté de la West Coast, messieurs, dames. Un clash 100% West Coast, finalement. On est sur du Dr. Dre et Eazy-E, messieurs, dames. Alors, comment tout cela commence? Pour revenir un petit peu au fait, donc Dr. Dre et Eazy de base sont potes. Dr. Dre aime déjà beaucoup la musique, il fait déjà plein de soirées, il mixe, etc. Il fait déjà des productions. Dr. Dre fera partie d'un groupe appelé le World Class Wrecking Crew. Excusez-moi, là je suis partie en vrille là. Bref, donc Dr. Dre est déjà dans la lancée de la musique, il connaît entre autres DJ Yella dans les soirées, etc. On connaît déjà Ice Cube, etc. Il y a déjà des relations par-ci, par-là, tatati, tatata. Et entre autres avec Eazy aussi. Ils se connaissent, ils sont un peu potes. D'ailleurs, la légende dirait que Eazy-E aurait aidé plusieurs fois financièrement à l'époque, avant même que Ruthless et même que NWA existe, Dr. Dre financièrement, surtout pour des cautions de prison. Voilà, Dr. Dre faisait des petits passages en prison à l'époque. Voilà. Mais qui est Eazy-E? Eazy-E, avant même être le Eazy-E qu'on connaît aujourd'hui et la légende que est Eazy-E maintenant, Eazy-E, c'était en fait un dealer de drogue. Purement et simplement un dealer.
Mais il gagnait tellement d'argent qu'en fait, on lui a conseillé tout simplement de blanchir l'argent. Pour pas que la police soit à la trousse de Eazy-E. Et on lui parle de la musique ça rapporte, le rap, un label, tout à qui tatata. Eazy-E, du coup, se lance à vouloir faire un label. Et pour cela, il va contacter, là je vais très rapide dans l'histoire, hein, parce qu'il y a plein de détails, mais d'appeler Jerry Heller. Okay, donc ils font collaboration tous les deux pour monter le label Ruthless Records. Ok. Alors, je dis d'ores et déjà, il y a le film de NWA qui est sorti en 2015. D'ailleurs, il était encore sur Netflix. Je ne sais pas s'il y est encore toujours. Mais allez-y sans autre le voir, etc. Alors, il y a 2-3 cohérences où tu vois que par rapport au récit vrai, il n'y a pas tout qui est dit juste. C'est un petit peu déformé, mais dans la grande globalité, et si on se concentre sur la musique, etc., on voit pas mal de choses qui sont assez réelles. D'accord? Donc, c'est un film qui est, je trouve, quand même important, je trouve. Donc, ça montre justement la démarche du début de Eazy-E, etc., si ça vous intéresse. Donc, voilà. Eazy, du coup, Dr. Dre, machin, ils décident à vouloir faire un groupe, NWA. Au début, Ice Cube était dans un autre groupe. Donc, il était là, il fait, ouais, je sais pas, et tout, machin. Finalement, ils décident à rejoindre le groupe qui s'appelle NWA. Et à savoir que Dr. Dre n'écrit pas, il fait les prods, entre autres avec DJ Yella. On a du coup Ice Cube qui fait les lyrics, qui écrit vraiment la moitié de, enfin même tout l'album, tous les albums de NWA. Et Eazy-E de base n'était pas destiné à faire partie du groupe. C'est pas un rappeur, c'est un dealer, finalement, il a intégré et c'est un putain de succès. Tout le monde sait le succès qu'a eu NWA, on sait tous les travers qu'a eu NWA, etc. Avec la police, la justice, avec le fameux son Fuck the Police, etc. Nanani, nanana. Quand je vous disais que Ice-T était le fondateur du gangsta rap, NWA l'a popularisé, en fait. Et ça qu'on dit que Eazy-E est le fondateur du gangsta rap, c'est pas vrai. Il y a des gens avant, mais on peut dire que c'est le gars ou même les gars qui ont popularisé ce genre de hip-hop, ce genre de rap US. Du coup, voilà. Donc, grand succès, etc. et tout. Et le conflit commence au moment où Ice Cube se rend compte que quelque chose qui joue pas, putain, on fait des putains de dates, les albums marchent du tonnerre, nanana. Elle est où ma thune, en fait? Et oui, Ice Cube se rend compte que il n'y a pas assez de thunes, en fait. Il est toujours pauvre, finalement. Il se rend compte assez vite que Eazy, Jerry Heller sont en train de les carotter. Il engage en fait un avocat pour vérifier son contrat. Et finalement, son contrat, il est totalement terrible, en fait. C'est Eazy et Jerry Heller qui gagnent au change, en fait, finalement. Et Ice Cube se décide de se barrer. Donc, il y a déjà un premier conflit. Et il y a déjà un premier clash qui se fait entre Ice Cube et les NWA. Et ça va durer un petit moment quand même entre Ice Cube et NWA. Ice Cube va être assez fort parce que Ice Cube faisait en fait tous les lyrics, je répète, de NWA. Mais qui êtes-vous en fait? Donc, ouais, Ice Cube a été assez fort dans ce clash-là. Donc voilà, mais on n'est pas là pour parler de Ice Cube et NWA. Mais c'est pour faire venir justement jusqu'au clash de Dr. Dre, donc il faut comprendre le passif d'avant. Et on arrive justement à l'histoire où de l'argent toujours, Dr. Dre commence à voir et tout ça. Et il y a un gars qui tourne autour du crew, un certain Suge Knight, qui rentre dans la situation, qui rentre dans le game, comme on dit. Et Suge, de base, il fait la sécurité. Il n'est pas du tout dans la musique. Il fait la sécurité et tout machin. Et Eazy-E, Jerry Heller ne l'aime pas. Il se rapproche en fait beaucoup. Il fait la sécurité de DOC en fait.
d'accord? Et il se rapproche beaucoup de Dr. Dre. Et il le tanne déjà en disant « Ouais, mais tu vois que t'es pas très bien payé, regarde, il mérite pas, nanani, nanana. » Ce qui n'était pas faux, finalement. Ce qui n'était pas faux. Le ton avance, etc. Dre, il voulait pas tout de suite sortir « Non, mais je suis bien, puis Eazy-E, c'est mon frère, et tout, nanana. » Bon. Il se rend compte de plus en plus, Dre, que finalement, c'est chaud, j'ai toujours pas ma thune, quoi. Il arrive à un point de l'histoire assez fatidique pour qu'il se décide à vouloir partir, Dre. C'est l'accident de voiture de D.O.C. D.O.C. qui n'a aucune séquelle physique, rien, mais qui perd ses cordes vocales. J'en ai parlé dans le Parlons album de Snoop Dogg, Doggy Style. J'en parle parce qu'il fait partie de l'album de Doggy Style, D.O.C. Et je raconte cette histoire-là. Et D.O.C, pour ceux qui ont déjà vu, vous connaissez, mais D.O.C a perdu ses cordes vocales. D.O.C, un rappeur, même chanteur, tout ce que tu veux, il perd ses cordes vocales. C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc, terrible accident. Shug le sait, du coup, perd du corps. Hein. Et c'est décide d'appeler en fait Dre. Et il me semble DJ est là. Mais pas Eazy-E et Jerry Heller. Tu vois? Et là, messieurs, dames, il monte la tête à Dre en fait. Tu vois, il est même pas venu voir D.O.C. à l'hôpital, il en a rien à foutre de D.O.C., il en a rien à foutre de Tootsie, viens, il faut qu'on monte notre propre label, des fros, nanana. Et oui, Dre se décide de partir. Mais il y a toujours un contrat qui est lié en fait à Dre, d'accord? Shug, il dit, je m'en occupe. Et là, c'est un mauvais coup, finalement, parce que Dre va appeler Eazy-E pour lui donner rendez-vous dans une chambre d'hôtel, tout simplement, pour discuter, etc. Eazy-E va son clic, va son personne, parce que pour lui, il va voir Dre, en fait. Et là, la légende dit qu'il va se faire passer à tabac par Suge Knight et toute l'équipe de Suge Knight. Parce que Suge Knight faisait déjà partie du gang des Mepao. Et oui, Blood, Mepao, tout ça. C'était déjà un mafieux, Suge. Et sauf que Eazy n'a pas le contrat avec lui. Donc, il l'a démonté. Donc, Eazy, il dit, OK, vas-y, je te le laisse, en fait. Je le laisse partir. Mais le contrat est toujours chez Eazy. Donc, tout ce qui était fait chez Defro, The Chronic, entre autres, était versé aussi une partie à Eazy-E et à Ruthless. Parce que le contrat n'a jamais été réellement rompu. Et de là vient toute la querelle. Là vient toute la querelle. Donc, Dre part, il fait le label avec Suge Knight, Defro. Il va commencer à mettre des gens. Il commence à bosser sur son premier album. Le légendaire The Chronic. Légendaire. Modification du hip-hop à ce moment-là. La West Coast à son apogée, messieurs, dames. Il y a des Snoop Dogg qui rentrent. Des Nate Dogg, le Dog Pound, tout ça, bref. Des très bonnes personnes, des putains de rappeurs qui arrivent dans le game, dans le label de Defro. Et c'est à ce moment-là, en fait, les gars, que ça commence les clashs, en fait. Dre va lancer les hostilités et va clasher en premier lieu Eazy-E sur le morceau, donc dans The Chronic, hein, sur le morceau Fuck with Dre Day, ok, qui est en fait un morceau, en fait c'est l'intro en fait finalement, limite, et on a un Snoop Dogg qu'on connaît de nulle part de base à ce moment-là, il est inconnu au bataillon, Snoop Dogg, d'accord, Snoop il arrive, il a rien contre Eazy de base, il n'est pas en clash avec Eazy, il le connaît même pas. Mais vas-y, Dre, il clash. Je vais clasher aussi. Et Snoop va imiter la voix de Eazy-E dans le morceau, quoi. Et en fait, tout l'album The Chronic, c'est
des pics, c'est des insultes, c'est tout ce que vous voulez contre Eazy-E et Jerry Heller. C'est que ça. Tout l'album. Donc, Ruthless Records a gagné de la thune avec un album qui les insulte. Je trouve ça fou, en fait, comme anecdote. Je trouve ça fou dans ce clash. Bref, donc il y a ça qui sort. Vous vous dites, Eazy, il va pas répondre. Si, Eazy va répondre et va très bien répondre pour le coup. Eazy ne reste pas du tout derrière Dre ou Snoop. Il est très très bon, Eazy, dans le clash. Et Eazy va répondre avec le morceau Real Motherfucking G's. Magnifique morceau. Donc il y aura toujours des pics dans des morceaux, des 10, tatati, tatata. Toujours très bon d'un côté qu'un autre. Franchement, Eazy s'en sort extrêmement bien pour un gars qui n'était pas du tout rappeur à la base, j'ai envie de dire. Donc non, au top. Et cela va durer en tout cas 4 ans. Ils vont du coup se clasher, on dit s'interposer. D'ailleurs, il y aura le clash aussi dans l'album de Doggy Style que j'en parle, où ils vont appeler le DJ Eazy Dick dans l'album de Snoop, Doggy Style. Donc, il est là et il rajoute une couche dans l'album de Doggy Style de Snoop. Snoop qui n'a rien à voir dans le clash de base. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et donc, du coup, ça va durer 4 ans. Jusqu'à ce que Dre, Eazy-E, même Ice Cube, au final, vont discuter tous ensemble et tout, en sachant que Eazy est malade, en fait. Eazy a attrapé le sida. Et tout va aller très vite. Et Eazy-E meurt, tout simplement, de la suite du sida. Et Dre et tout ça étaient déjà réconciliés, en fait, avec Eazy-E. Ils étaient même presque prêts à vouloir faire des morceaux ensemble, former quelque chose et tout ça. Donc voilà, c'est un clash qui se finit un peu mal finalement, mais on se dit que là, c'est pas quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu, voilà, c'est des circonstances d'une maladie. Là, on va parler maintenant, avant de passer au tout dernier clash, qui est le clash mythique du hip-hop, je trouve. Mais là, on va parler du coup, non pas de la West Coast, mais de la East Coast de nouveau, messieurs, dames. Oui, 2 rappeurs légendaires de la East Coast. On parle ici de Jay-Z et Nas, qui ont changé le game. Et ça, je ne veux rien entendre d'autre. Vraiment, je suis catégorique là, messieurs, dames. Jay-Z, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Jay-Z a fait une modification dans le rap game, un truc de malade. Le rap, les productions, le business rap, Jay-Z, messieurs. Il y a Puffy aussi. Mais bon, on va pas parler de Puffy. Ça, au pire, on parlera dans une autre vidéo. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui parlent sur YouTube. Je fais une petite aparté. Didier en prison. Je dis juste ça. Chaud. Voilà, c'était la parenthèse de la vidéo. Chaud sa mère. Je m'attendais à ça. Mais c'est chaud sa mère. Passons au clash maintenant. Bref, comme je disais, et Nas, game changer aussi dans le hip-hop. C'est une légende. Illmatic, premier album, mythique cet album, messieurs dames, mythique. À l'âge où il avait, mythique. Bref, je veux pas entendre autre chose. 2 grandes légendes. Par contre, ces 2 légendes-là, elles ont été en clash. Et oui, alors Jay-Z, rappeur de New York, évidemment, plus précisément de Brooklyn. Nas, qui vient lui aussi de New York, mais qui vient du Queensbridge. Et oui, ce conflit, on le connaît tous de base pour le fait qu'il commence après la mort de Notorious Big. Notorious Big qui avait la couronne de New York. Il était proclamé le roi de New York à cette période-là, Biggie, avec un seul album. Je tiens à le dire quand même, le double album est sorti après sa mort. Il était en train de faire la promo de son double album. Biggie, ça n'était pas encore sorti. Il n'a pas connu le succès qu'a eu son double album. Je sais pas si on se rend compte du délire là. Bon, il a été mythique aussi, je pense, pour le fait que
sa mort et tout ça, donc c'est à titre posthume, et comme l'album de Tupac Machiavelli, aussi, je pense. Donc ça rajoute à la légende, mais c'est quand même ouf de se dire, le mec, il a été proclamé le roi de New York, un album. Un album. Il a tué le game, le monsieur. Il a tué le game. Bref. Donc, il était proclamé roi de New York. Et à son décès, en fait, cette place est vacante. La rue, tout ça, tout le monde dit, c'est entre Jay-Z et Nas. C'est entre Jay-Z et Nas. C'est eux qui... Ils sont tout près, là. Ils sont les deux dans le game, en fait. Jay-Z, à savoir qu'il écrit dans sa tête. Comme Biggie, en fait. C'est pas des gens qui ont un carnet puis qui écrivent un peu à la Eminem, finalement. Eminem, c'est beaucoup ça. Il aime écrire, il aime jouer avec les mots et tout ça. Non, Jay-Z, Biggie, c'est tout de tête. Tout sort de là-dedans, finalement. D'ailleurs, Snoop Dogg est aussi comme ça. Bref, et ça a lieu, je fais aussi une aparté avec ça, ça a lieu à ce son qui a été fait sur le double album de Biggie, où on a un featuring de Jay-Z et Notorious Big. Et en fait, c'est ce son, les gars, Biggie a invité Jay-Z, ils ont passé une soirée à tourner comme ça, et en fait, personne n'y allait. Parce qu'ils ont dit non, parce que la compétition, tu peux pas... Qui c'est qui fera le meilleur couplet? Le gars, il va me tuer au couplet. Et comme les deux, ils écrivent dans la tête et tout, ils sont revenus que le lendemain, en fait. Quelle anecdote. Bref, pour vous montrer les légendes. D'accord? Donc, tout le monde, en fait, connaît ce clash entre Jay-Z et Nas de cette période-là. Mais il y a eu un autre fait qui est très, très simple, finalement. C'est une dispute qu'il y a entre l'arch professeur Nas, donc le duo, contre Jay-Z et J.O. de l'époque. Et ça date de 92. Donc, 1992, période où l'album The Chronic sort. Voilà. Quelle belle année. Franchement, quelle belle année. Donc, il y a cette dispute entre les deux, entre les quatre finalement, hein, groupe à groupe, etc. On ne sait pas trop d'où vient réellement cette dispute. On sait que plus tard, en 96, l'album Reason Adopt de Jay-Z sortira et que Nas ne voulait pas figurer dans cet album. Jay-Z aurait demandé, etc. Il ne voulait pas figurer dans cet album-là. Et malgré cela, Jay-Z, en fait, a décidé de quand même vouloir sampler quelques lignes de The World Is Yours, qui est un son de Nas, en fait, pour son titre Dead President 2. Bon là, Nas va décider de vouloir faire un 10 contre Jay-Z, d'accord, un son contre lui, en disant que c'était pas normal, tout ça, machin. Mais en fait, les morceaux qui vont peut-être sortir à cette période-là, mais qui sont très, très subtils, en fait, il n'y a rien de waouh, ça choque pas encore les personnes, on sent qu'il y a un petit conflit, mais rien de waouh, on se dit juste c'est la compétition du hip-hop. Et c'est là où ça va prendre de l'ampleur, ce sera justement à la mort de Biggie. Là où on pense que tout commence. Donc, on sent qu'il y a déjà un petit conflit avant, en fait, en 92, etc. On ne sait pas réellement d'où ça vient. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, d'ailleurs. Hein. Participez. Et bref, donc, cette couronne est vacante. Le public attend de voir ce que proposent ces deux rappeurs. Le premier qui lance cette guerre de la couronne, c'est Jay-Z. Jay-Z avec le son Where I'm From, qui a été dévoilé dans la même année 97. Par la suite, il va sortir un autre morceau qui s'appelle The City Is Mine, où là, dans le morceau, il va clairement revendiquer le trône. Voilà. Lui, c'est lui le roi contesté de New York sur ce morceau, ok? Tout va prendre une ampleur, donc il y aura les 10, etc. Mais ça va prendre de l'ampleur en 2001 sur la scène du Summer Jam de la radio new-yorkaise Hot 97, pardon. Mon anglais, c'est de la merde. Mon anglais, c'est de la merde. Je suis désolée. Et je prétends parler de rap US.
Mon anglais est à chier. Non mais, l'audace. L'audace. Jay-Z, à ce moment-là, dévoile le morceau Take Over. Alors, il y a deux versions de Take Over. Cette première version, il dit ouvertement qu'il n'aime pas, en fait, Nas, etc., entre autres, et il ne sera pas très tendre avec lui dans le morceau. Voilà, ce ne sera pas un morceau gentil, copain, quoi. Hein, on est là pour clasher, on est là pour te défoncer. Et il va pas être gentil du tout. Il va même beaucoup parler de l'ex de Nas, avec qui Nas a un enfant, tout simplement. Donc, d'une manière assez inappropriée, en disant que Jay-Z a déjà couché avec l'ex de Nas. Voilà. Entre autres, hein, il y a plein d'autres choses qui est dit dans le morceau, finalement. Nas, par la suite, va faire aussi une réponse. Il va lui répondre dans un freestyle qui s'appelle Stillmatic, où là, le freestyle est extrêmement bien exécuté. Bravo Nas, j'ai écouté le morceau, mais quel rap incroyable, quel freestyle, hein, quel flow, quel feeling. Jay-Z, par la suite, il va faire une nouvelle version de Takeover. Et là, les gars, elle est pas cool, la musique. D'accord? Il va refaire une deuxième version. Où là, il y a un couplet inédit en fait, et il est extrêmement violent. Et même la mère de Jay-Z n'était pas très contente de ce morceau en fait, hein, de cette musique. Nas va répondre avec le son Hater, où l'on entend au tout début purement et simplement fuck Jay-Z. Je pense que c'est clair. Il l'aime pas non plus. C'est réciproque. À cette période-là, beaucoup d'auditeurs qui écoutent le son Header et entre autres le freestyle de Stillmatic disent que c'est bon, Nas, c'est effectivement le roi de New York, il a gagné le 10, le clash, le truc incroyable, bravo monsieur, tatati tatata. Sauf que plus tard, Jay-Z va sortir un autre morceau. Super Ugly. Et ça lui fout mal. Il repart dans ce morceau de l'ex de Nas. Encore plus violemment, avec des mots crus. Où là, même la mère va intervenir et va dire « Non, Jay-Z, mon fils, tu vas devoir t'excuser envers Nas et Carmen. Carmen, l'ex de Nas. » Et Jay-Z va s'exécuter. Parce que l'autorité de la maman, simplement. Nas, il répondra avec des 10, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, et à la longue, on se rend compte que celui qui gagne finalement ce clash est Jay-Z. Et ce qui prône encore plus le fait que c'est Jay-Z qui a gagné la couronne, c'est pas non seulement la carrière de Jay-Z qui décolle énormément comparé à celle de Nas, qui Nas est incroyable aussi, mais qui reste un peu plus plat comparé à la carrière de Jay-Z. Où là, Jay-Z, il est fort, que ça soit dans la musique, que ça soit dans le rap, que ça soit même dans le business, etc. C'est un monstre à ce moment-là, Jay-Z, ok? Et il est partout, il passe même en radio. Le sampling, tout ça, extrêmement bien fait, quoi. Il touche tout le monde, Jay-Z. Et en plus, il va se marier avec Beyoncé. Toi-même, tu connais, toi-même, tu sais. Et ce qui va encore plus décevoir le public et encore plus se dire que bah oui, c'est Jay-Z qui gagne en fait. En 2005, donc on n'avait jamais eu réellement de trêve de parties. En 2005, il y a une tournée de Jay-Z qui se fait, ok? Et il invite sur scène Nas. Ils vont chanter quelques morceaux, enfin ils vont rapper quelques morceaux et tout. Et ils vont enterrer l'âge de guerre, messieurs. Et entre autres, Jay-Z annonce qu'il signe Nas dans son label. Là, contre toute attente, le public, il a pas bien réagi, quoi. Il a dit non, Nas, tu laisses ta couronne à Jay-Z, tu vas signer chez ce gars. Eh ben oui. Nas a signé chez Jay-Z et ils font pas mal de collaborations jusqu'à ce jour-là, etc.
disons même la dernière collaboration, je crois, ouais, ça doit être la dernière collaboration, c'est dans l'album de DJ Khaled. Sorry Not Sorry, que j'ai trouvé pour le coup un morceau très sympa, le sample est assez sympathique aussi, c'est un très bon morceau, je trouve. Donc vraiment un kiff total de voir ces deux grandes légendes dans un même morceau. Ils ont fait plein d'autres collaborations, etc. Et donc voilà, donc l'âge de guerre est enterré entre les deux au jour d'aujourd'hui. Par contre, tu sens quand même dans les morceaux qu'ils ont encore cette compétition hip-hop. Mais c'est une compétition saine, finalement, du hip-hop. Ils sont pas là à s'insulter leur mère, etc. Ils sont là pour la compétition, les jeux de mots, etc. Donc voilà, c'est un clash où on sait que le vainqueur est Jay-Z, tout simplement. Donc un clash mythique, aussi du hip-hop US, qui, là, j'ai fait vraiment un résumé du clash finalement, mais il y a tellement de choses à dire sur ce clash, tellement on pourrait décortiquer les morceaux. D'ailleurs, dans tous les clashs que j'en parle ici, on pourrait décortiquer les morceaux, etc. Il y a des choses qui sont incroyables. Jay-Z qui dit des choses terribles sur l'ex de Nas et même sur Nas même. Enfin bref, ce clash a beaucoup marqué la phase du hip-hop des années 2000, entre autres. Un des meilleurs clash de l'histoire hip-hop, en tout cas qui est considéré pour beaucoup. Enfin, Biggie, Tupac, oui, alors oui, ça c'est le clash légendaire du hip-hop des années 90, littéralement. On parle de là c'est un clash qui est parti extrêmement loin en fait. Biggie qui vient de New York, Tupac qui venait aussi de New York mais qui a déménagé, etc. et qui s'est retrouvé dans la West Coast, donc East Coast, West Coast, etc. Et c'est parti en vrille, non seulement entre les deux, mais aussi entre labels, mais bien plus encore de la population en fait. C'est devenu une guerre East Coast ou West Coast, vraiment où les personnes qui n'avaient rien à voir avec ce clash pouvaient se faire frapper, dépouiller. Si on savait que tu viens de New York et que tu te retrouves à LA, c'est la merde. Et à l'inverse, pareil, un R. Kelly à l'époque, il avait fait une collaboration sur le double album de Notorious Big, ok, et il s'est fait frapper, dépouiller en étant du côté de la West Coast, tout simplement parce qu'il a fait une collaboration avec Biggie. Mais bref, là je pars un peu loin. Commençons par le début. Comment a commencé en fait ce clash? Alors à savoir que Biggie et Tupac, Tupac était déjà avec 2 voire 3 albums, je crois. Oui, 2-3 albums. Non, 2 albums, excusez-moi. Je dis des bêtises. Le 3e album est sorti après, pendant son temps de prison. On en reviendra. Ouais, alors Tupac était déjà dans le game. Il était déjà acteur, musique, tout ça. Biggie à New York, Brooklyn, tout ça. Il fait la connaissance de Puff Daddy, etc., etc. Commence à se faire un nom dans la musique, d'accord? Il sort son premier album, Ready to Die. Bref, il commence à se faire un nom et Biggie écoutait beaucoup de West Coast. À savoir que Biggie aimait beaucoup la musique de Snoop, entre autres. Et il était ami à Tupac. Tupac, un jour, va à New York, il le rencontre, etc. Ils sont potes. Il y a des images des archives, etc. où ils sont là, où ils rappent, ils freestyle sur un son, tous les deux. Et on a des photos d'eux. Donc voilà, on se dit, bah voilà, c'est 2 potes. Entre-temps, donc on avance dans le temps, ok, et Tupac se retrouve à faire la connaissance, en venant de plus en plus à New York et tout ça. Tupac était dans pour qu'on comprenne un petit peu, Tupac était dans un truc où la communauté noire doit se rassembler, doit être ensemble, ok? À une époque où Tupac, en fait, vient d'une communauté où sa maman faisait partie des Black Panthers. Et Tupac avait cette mentalité Black Panthers. Il faut qu'on se réunisse.
le problème, c'est pas nous, c'est pas les gangs, tout ça. Non, c'est la police, c'est eux, en fait, qui mettent le mal, etc. Et qui n'aident pas la communauté noire. Donc, il était dans ce truc-là, entre autres, et il avait cette mentalité-là, etc., qui mettait beaucoup ça en musique, d'ailleurs. Hein. Il avait des paroles phares et des musiques impactantes à ce niveau-là, entre autres. Et bref, donc pour lui, ses frères noirs ne pouvaient jamais le trahir. Donc il était vraiment dans ce truc-là. Et donc dans cette mentalité-là, pour lui, il voyait pas le danger. T'as un frère noir, tu marches avec moi. Il était dans ce truc-là, Tupac. Ce qui l'a beaucoup desservi dans sa carrière, hein, on va pas refaire la carrière de chaque rappeur, mais ça lui a beaucoup desservi dans sa carrière, malheureusement à Tupac. Et surtout notamment à cette période-là où tout part en vrille. Tupac fait la connaissance de Hacienda Jack et de Jimmy H. Man. Qui sont ces deux personnages? Ces deux personnes qui sont réputées dans New York, en fait, pas forcément dans la West Coast, dans la East Coast, à New York, pour dépouiller les rappeurs, entre autres. Et c'est des gens assez dangereux, en fait. Pas beaucoup rigolent avec ces gars-là. Et quand Biggie voit que Tupac traîne beaucoup avec et tout, alors ça, on voit dans le film de Notorious Big. Si vous n'avez pas vu, allez-y le voir. Moi, je le trouve très intéressant, ce film qui a été fait sur Notorious Big. Et on voit, en fait, dans le film, en tout cas, comme c'est raconté, etc. Et beaucoup ont confirmé cette thèse. Donc, j'ose imaginer que c'était une réalité, une vérité. Biggie le met en alerte. Il dit, mais tu sais avec qui tu traînes? Tu sais, c'est des gens pas bien, t'es pas censé traîner avec eux, voilà quoi. Et là, Tupac rigole et il dit, alors je sais plus les mots exacts de ce qu'il dit Tupac, mais il dit tout simplement, mais moi, tu crois que moi je suis un gars fréquentable, tout ça, nanana, puis ils rigolent tous les deux et puis ça passe l'éponge. Donc tout va bien, hein. Donc il l'accompagne beaucoup dans le tournage d'un des films. Alors je ne saurais plus vous dire lequel de film était en train de tourner à ce moment-là. Tupac, mais il était en train de tourner un film, donc c'est pour ça qu'il allait beaucoup à New York, etc. Un jour, il se fait, alors de ses dires, jusqu'à sa mort, il le dira qu'il a été piégé par justement Hacienda Jack et Jimmy H. Man. Une femme, une soirée se passe, etc. dans un hôtel, et 1 ou 2 jours, je ne sais plus combien de temps après, cette femme porte plainte pour viol. D'accord, viol, donc elle déclare que Tupac l'aurait violée. Donc tout un procès, etc. À savoir que comme Tupac a cette mentalité justement Black Panther, c'est tout ça, qui affrontait beaucoup la police, Tupac était beaucoup dans les tribunaux, beaucoup dans les procès, etc. Parce que la musique et puis machin, ils essayaient de coincer en fait Tupac parce qu'il gênait, d'accord. Donc en fait, à savoir que Tupac, il gaspillait plus d'argent et plus de thunes dans les procès que pour lui-même, finalement, on va pas se mentir. Et donc à ce moment-là, il y a ce procès-là qui arrive, donc c'est en cours, tout ça, ok. Et Tupac a besoin de thunes. Et on lui met sur une piste d'un rappeur, que je ne saurais plus vous citer le nom, à New York, pour faire un feat pour très peu d'argent. Je ne saurais pas vous dire le montant, mais très peu d'argent pour un feat à l'époque. C'était juste pas normal. Et beaucoup de rappeurs, etc. Et même j'ai vu beaucoup d'interviews, beaucoup de gars, youtubeurs et tout ça qui en parlaient et qui disaient c'est des sommes de merde en fait. Mais en fait, il avait besoin de thunes. Donc du coup, il y allait. Il prenait tout fit, etc. Il y allait. Ce qui nous amène au fameux moment de cette discorde et du clash où Tupac arrive à New York et il arrive au Quad Studio. Quad Studio où Biggie et toute la clique Bad Boy, Puffy, Lil Cease, etc. sont en studio aussi. Lil Cease est dans la fenêtre et il le salue, il dit « Oh, Tupac, t'es là et tout, machin, monte avec nous. » Il y a tout le monde, il y a Biggie, il y a Puffy, on est tous là. Tupac, il dit « Ok. » Il va, il rentre et on voit déjà des gens qui sont un peu chelous en fait dans ce studio, ok. Tupac est toujours avec une arme. Il a toujours une arme sur lui, à savoir. Et
les gars, en fait, sont un peu bizarres, tout ça, jusqu'à ce qu'en fait, on veut le dépouiller. On veut voler ses bijoux, etc. On veut le dépouiller. Mais Tupac a décidé de pas se laisser faire et a voulu dégainer son arme. Un gars le voit et lui tire dessus. Donc, il a, je crois, au total 5 balles qui sont tirées sur Tupac. Il arrive tant bien que mal à rentrer dans l'ascenseur, à cliquer sur le bouton pour monter. Et là, alors là, il y a plusieurs versions, d'accord? Alors là, on va donner plusieurs versions de tout ça. Tupac est dans un... Il faut savoir qu'il a 5 balles tirées dans le corps. Donc c'est pas un truc de merde, ok? Donc, il est un peu dans les vapes quand même. Et il voit Biggie, Tupac, Lil Sis, il le voit, et tout machin. Biggie Puffy, pardon, je me perds. Biggie, Puffy et toute la clique en fait de Bad Boy est là et il le voit, et tout machin, ils sont étonnés. Ça c'est la version de Biggie, de Puffy, etc. Ils disent mais on est choqués en fait de le voir avec ses 5 balles, il est là dans l'ascenseur. Alors au début on est choqués. La version de Tupac dit que en fait, ils étaient étonnés de le voir encore vivant, entre autres. En d'autres termes, qu'ils avaient quelque chose de bizarre, de chelou. Donc là commence une guerre, les guys. Donc ils se retrouvent à l'hôpital, Tupac. On a la fameuse photo de Tupac qui tire le fuck. Photo mythique finalement, j'ai envie de dire, du rap game. Et donc, il va aller à l'hôpital et le soir même, il dira à sa mère « Je ne peux pas rester là, ceux qui ont commencé ce boulot veulent le finir. » Il avait peur de mourir, de se faire tuer, etc. Bref, il serait resté, je crois, 2 jours dans l'hôpital, il me semble, plus ou moins. Et en fait, le verdict tombe du tribunal. Tupac est incarcéré. Tupac est incarcéré, il est retenu coupable de viol, d'accord, sur cette jeune femme, apparemment. Moi, j'ai vu des interviews de cette femme et tout, un petit peu, quand j'ai été fouiller un petit peu ces histoires-là et tout, je la trouve un peu chelou, je vais pas vous mentir, alors c'est pas parce que je suis fan de Tupac que je dis ça, parce que voilà, on est fan de beaucoup de monde et puis voilà, hein, Puffy, voilà où ça en est, hein, voilà. Mais vraiment pour dire que ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Donc j'ai plus tendance à croire à Tupac, mais on ne sait pas la vérité, on ne sait pas la réalité de la situation. Donc voilà, en tout cas tout ce qu'on sait, c'est que Tupac, jusqu'à sa mort, dira qu'il aurait été innocent, qu'il aurait été piégé par Hacienda Jack et Jimmy H. Man. Et il commençait justement à se friter à ce moment-là, vers la fin et tout ça. Donc voilà. Donc là, il se retrouve en prison, hein, Tupac. Et là, avec tout ça, son 3e album sort, avec la fameuse musique d'Air Mama, faite pour sa maman, entre autres, et d'autres classiques de cet album qui sortent. Et ça fait un carton. L'album cartonne. En fait, il fait des putains de chiffres, tout ça et tout. Et entre autres, il y a un moment donné où, justement, il y a l'album de Biggie qui va sortir, ok? Et il y a un morceau dedans qui va attiser encore plus la haine. Donc, Biggie continue à se dire innocent et il parle très peu de tout ça. C'est quelqu'un qui va pas beaucoup s'exprimer durant tout le clash, en fait, Biggie. En fait, le clan Bad Boy ne va pas beaucoup s'exprimer. Et il y a une fameuse musique qui s'appelle Ushatia, qui t'a tiré dessus. Tupac, il est en prison. Ça, ce son, quand vous l'écoutez et quand vous allez écouter les paroles, tout ça, ça ne parle pas de Biggie, ça ne parle pas de Tupac en fait. Biggie ne parle pas du tout de cette fusillade, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Tupac. Il n'est jamais cité, etc. Sauf que le titre, les gars, mettez-vous à la place de Tupac, il est en prison, t'as des détenus qui arrivent et qui disent « Et il y a Biggie qui a fait un son qui s'appelle Ushatia ». Le mec, il est déjà vrillé dans sa tête. Il faut pas oublier ce détail. Tupac, il est déjà dans un truc de paranoïa où il dit il savait, c'est son œuvre, tout ça, machin. Plus tard, on saura que Tupac, ce qu'il a beaucoup reproché surtout
à Biggie, c'est que je suis venu dans ta terre, je suis venu dans ta côte, tu connais les dangers de ta côte, t'aurais dû m'avertir, t'aurais dû me protéger de ça. Toi, en tant que pote, en tant qu'ami, en tant que frère d'armes, tu vois. Et c'est beaucoup ça qui va reprocher Tupac, surtout par la suite, etc. Et il y a ce morceau du coup qui sort et tout, donc il est dans cette paranoïa, Tupac, il est là et fait, mais là c'est sûr et certain, il a quelque chose à voir là-dessus. Alors que le morceau, encore une fois, je répète, il n'y a pas une once de parole envers Tupac, ça n'a rien à voir. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, paranoïa, tout ça, machin. Il est vénère, il a tourné là, Tupac. En prison et tout, machin. Du coup, il veut partir en guerre contre Biggie. Entre deux, et là, je sais plus si c'est la copine ou si c'est Snoop qui a poussé. Alors, ça faisait très longtemps. Suge Knight, Tefro voulait signer Tupac. Sauf que beaucoup le déconseillaient, etc. Et jusqu'à maintenant, à cette période-là, Tupac disait non. Non, t'es bien, Suge, il est un peu dangereux, il y a des trucs et tout, machin. Non, t'es bien là, dans ce label-là. Bref. Sauf que là, on est dans une situation différente. Tupac, il est en prison. Peut-être injustement, ça on ne le saura jamais. Suge veut le signer. C'est une opportunité en or. Suge Knight, pour ceux qui ont oublié Suge Knight à ce moment-là, c'est un mafieux de malade, jusqu'à aujourd'hui, hein, finalement, c'est un dangereux et un mafieux de malade. Il a des contacts partout, dans les jurys, des machins. Il aurait même signé la fille d'un jury, juste pour avoir le contrôle, machin, dans le label, alors que la meuf, elle chantait même pas, enfin bref. Il l'aurait signé juste pour avoir les faveurs du jury, nanani, nanana. Donc il a des contacts partout. C'est un mafieux, c'est un gars qui fait partie des Bloods, Mpau, ok? Donc le gang des Rouges, c'est pas un rigolo, Suge Knight. À ce moment-là, il vient de récupérer Dr. Dre pour faire le label, il a tabassé Eazy-E, il a menacé Jerry Heller de NWA, Ruthless Records. C'est un dangereux, ce monsieur, d'accord? Il a beaucoup de contacts. Et là, c'est un vaste résumé du personnage, finalement. Suge Knight, du coup, dit c'est le moment. Et je crois que c'est la copine de l'époque de Tupac, si je dis pas de bêtises, qui va dire à Suge, mais on a besoin de thunes, on a besoin qu'on sorte de là. Et il dit, il va avoir Tupac en prison et tout. Il dit, moi j'ai l'argent, je peux te payer la caution. Mais il faut que tu signes chez moi. Viens, on fait de la musique et tout machin. Et un autre truc, moi je suis en guerre contre Puffy. Puff Daddy de Bad Boy. Toi, t'as un truc contre Biggie. Viens, on part en guerre contre tout le Bad Boy, tout le label Bad Boy. Tupac, il est vénère. Il accepte de sûr. En plus, il y a de la thune, on le sort de prison. Bon bah les gars, quoi vous dire quoi? Quoi vous dire il sort de prison. Énervé. Tupac, il va juste bouffer. Et il part direct en studio. Il est énervé, il est vénère. Et il est comme un acharné à faire son double album qui sortira plus tard, All Eyes on Me. Album classique. Double album classique. Et finalement, la guerre commence. La guerre commence et un titre va sortir. Un titre va sortir. Donc, dans les médias, ça parle. Hein, Tupac et tout machin. Il a une don contre Bad Boy. Il est là, il les encule tous. Nanana. Et il y a la fameuse musique Clash qui est un classique. Messieurs, dames, et j'ai jamais entendu un son aussi vénère, énervé. En fait, ce son Clash de Tupac qui s'appelle Eat 'em Up, il n'est pas structuré en soi dans le sens où il y a des subtilités et tout machin. En fait, ce qui est impressionnant dans ce son, c'est l'intensité que Tupac met dedans. Il est vénère, messieurs, dames. Regardez ses yeux dans le clip, mais il va vous tuer en fait. Il est tellement énervé, les paroles, les machins qu'il dit et tout. Et les insultes,
Il tue tout le monde au passage. C'est tout le clan, tout ce qui a à voir avec Biggie, Puffy, tout le monde y passe. Lil Sis, Lil Kim, Biggie, Puffy, et tout le monde. Tout le monde y passe. Tout le clan Bad Boy est dedans. Et en plus de ce son, on a une photo publiée de Tupac et Faith Evans. Et là, il faut que je vous explique. Pour ceux qui ne savent pas, Biggie, à cette période-là, était marié à Faith Evans. Ils étaient ensemble. Alors, il y a eu des frictions, etc. Alors, je crois qu'ils étaient en pleine séparation à ce moment-là. À savoir que Faith Evans adore aller du côté de la West Coast, etc. C'est une Kyra un petit peu, Faith Evans. Pour ceux qui ne savent pas, elle a l'air très angélique, R&B, music love, c'est une Kyra. Quand Biggie, elle savait que Biggie était en train de la tromper, elle allait, elle tabassait la meuf. C'est pas une blague, les gars, c'est pas une blague, c'est une dingue. C'est une Kyra. Au même titre que Mary J. Blige, hein. Mary J. Blige, c'est une Kyra. Je tiens à mettre les bases. Donc voilà, il y a ce contexte-là. Et dans la musique de Hit 'Em Up, il dit qu'il a couché, en autres termes, n'est-ce pas, avec Faith Evans. Et pas très longtemps après, on a la photo de Tupac et Faith Evans en couverture de magazine. Alors Biggie pète un câble. Il va voir Faith Evans. Alors c'est assez violent et tout ça. Il n'aurait jamais été aussi violent avec elle. Il pète un câble et tout machin. Faith Evans jusqu'à aujourd'hui niera en fait le fait qu'elle ait couché avec Tupac. Etc. Elle dira que non, elle savait pas cette brouille qu'il y avait entre Biggie et Tupac. Mensonge, parce que la brouille était partie déjà très loin dans les médias. Il y avait déjà eu beaucoup d'articles, il y avait eu cette fusillade, Tupac n'arrêtait pas d'en parler, etc. Donc, c'est un peu bizarre. La version de Faith Evans, c'est un peu bizarre. Mais bon. Donc, il y a tout ça, mais Biggie ne répond pas. En fait, là, je vous parle beaucoup de Tupac, tout ça. Mais Biggie reste dans l'ombre. Biggie ne répond pas. Biggie ne répond pas, il laisse couler parce qu'il se dit putain, c'est mon pote, je le respecte et tout. Il peut pas, et en fait, il y croyait pas. Pour lui, c'était pas possible en fait que Tupac lui fasse un truc pareil. Qu'il croit quelque chose comme ça. Et il a toujours proclamé son innocence, qu'il n'était pas au courant de le shooting, etc. Puffy se faisait aussi démonter par Suge Knight. Donc bref, Suge très heureux, hein. Tout le discours de Tupac, etc. contre Bad Boy et tout. Le temps passe, etc. Donc, il y a de plus en plus de trucs dans les médias. Et il y a aussi le magazine The Source qui s'en mêle. Et c'est ce que je vous disais, ça allait plus loin que le rap. Ça a été plus loin que un clash entre deux rappeurs ou deux labels. C'est parti entre East Coast et West Coast. C'est pour ça que ce clash est mythique et légendaire. Et aussi... a été une certaine apogée à ce moment-là du rap et en même temps, aussi un clap de fin. Parce que là, en fait, les gens devenaient parano. C'est parti tellement en vrille tout ça, alors que dans les médias, Tupac, tout ça, ils disaient non mais il faut pas confondre, il faut pas entendre tout ce que les médias disent. Nous, c'est une guerre entre Bad Boy et des fros. Ça n'a rien à voir. Avec tout le reste, East Coast, West Coast, c'est n'importe quoi et tout. Mais en fait, le magazine The Source a fait que ça a beaucoup augmenté. Et comme je disais au tout début, des R. Kelly ou même des Wu-Tang Clan n'étaient pas la bienvenue à LA, c'était très difficile. Bref, on était sur un truc où même la population se faisait la guerre. C'est chaud. C'est chaud, c'est dur. C'est dur. Donc tout ça se passe, etc. On sait que comme le clan d'Efro et tout ça, on a eu à un moment donné en radio Biggie qui était à la radio à New York, etc. Et Snoop venait faire un clip à New York. Il venait faire le son New York, je crois.
filmé, etc. Et pour beaucoup diront, hein, et c'est vrai, que ce son était un hommage en fait à New York et non pas un clash envers New York. Mais à l'époque, on est dans un autre contexte. Et en fait, Biggie va dire si jamais Snoop il est à tel et tel endroit en train de faire un clip. Voilà. On était dans un truc plus subtil. À ce moment-là, Biggie ne répondait pas en musique et tout ça, mais il a eu une ou deux petites choses comme ça qui a fait que il y a eu une putain de fusillade, les gars, là-bas. Snoop a dû partir et ils ont dû finir dans des studios le clip de New York, New York, et c'est pour ça qu'on voit justement les buildings qui se font écraser, etc. Et que c'est devenu presque limite un clash après coup contre New York. Donc il y a eu ces trucs-là, il y a eu les Source Awards que vous connaissez. Alors je suis pas dans la chronologie exacte, hein, voilà. Mais en fait tout ça, tout ce que je vous dis là, en fait ça rajoute en fait à tout le clash finalement, qui de base est de Biggie Tupac, mais que finalement ça devient en fait un truc entre deux côtes quoi. Bref, on avance et on arrive à un point de non-retour. Les morts. On sait comment ça se finit. Tupac est à Las Vegas pour le combat de Mike Tyson. Il est chaud bouillon. Mike Tyson, en 10 secondes, il a mis le gars KO, comme d'habitude. Et Tupac, il y a cette fameuse vidéo de Tupac qui se lance à aller taper, défoncer un gars qui, lui, aurait volé la chaîne au clan d'Efro. Voilà, tout simplement, là, je fais un grand résumé de ça. Et par la suite, il y a des répercussions. C'est la dernière vidéo qu'on a, la dernière photo de Tupac avec Suge en voiture. Il se fera, comme vous le savez, tuer dans la voiture avec plusieurs balles à son corps. Et à ce jour, il y a Kifidi qui a été arrêté. Donc, il y a plein d'ombres d'histoire. Zone d'ombre dans l'histoire entre la mort de Tupac et de Biggie, surtout dans la mort de Tupac, je trouve. Qui doivent encore être au clair, mais qui ne seront jamais réellement toutes découvertes finalement parce que voilà quoi. Mais les langues se sont beaucoup déliées au fil des années et on apprend encore plein de choses. Donc voilà, la mort de Tupac arrive. C'est encore plus la guerre parce que là il y a des gens qui veulent se venger. Il y a des spéculations que Biggie aurait tué Tupac, nanana. Biggie, c'est dangereux qu'il aille à LA, tout ça, nanana. C'est un moment difficile à ce moment-là. Tout le monde connaît la suite. Biggie va à LA pour la promotion de son double album et finalement se fera aussi tuer à LA dans sa voiture aussi, arrêté à un feu rouge. Et finalement, là, je pense que Biggie, c'est plus simple. À mon avis, c'est une histoire de vengeance, pure et dure. Voilà, il était à LA, il avait des ennemis là-bas et finalement, voilà, ils l'ont tué. Donc bref, là, le clash s'arrête là en fait. Le clash s'arrête là avec leur mort. On a perdu deux grandes légendes du hip-hop à ce moment-là, et c'est à ce moment-là où on dit putain, le clash a été trop loin, ça a été beaucoup trop loin, tout ça, il faut calmer les choses. Plus personne osait parler d'histoires de gangsta rap, commençait à descendre, Dr. Dre, tout ça sortait de Defro et tout, il parlait pas trop de tout ce qui était violence, gangsta rap, tout ça. C'était une période après ça qui a été très compliquée pour le hip-hop. Ça a pris un petit peu de temps à réémerger un petit peu. Parce que vraiment, on se rend pas compte de la dimension que ça a pris en fait, l'ampleur que ça a pris ce clash. Voilà. Alors il y avait beaucoup de choses à dire sur ce clash-là. En fait, je suis vraiment rentrée dans plein de détails parce que je trouve que ce clash-là, comparé à plein d'autres, il a une énorme histoire parce que vraiment, ça s'est fini sur des morts et c'était pas nécessaire. Le clash, ça fait partie du hip-hop. Et le clash n'est pas censé être vu comme, comment dire, comme, en fait, c'est censé être de la compétition, en fait, dans le hip-hop.
Et là, c'est parti dans des circonstances de guerre qui sont différentes en fait. Ils sont partis pour la guerre, ils sont partis limite pour... ouais, les gangs se sont mêlés et tout ça, et c'est terrible parce que vraiment, c'est parti très loin. Et les gens se sont rendus compte et tout ça, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un clash, tout ça, on a toujours très peur que ça parte toujours trop loin en fait. Dès que ça commence à jouer sur la famille, sur les mamans, tout ça, on a peur parce que ça touche les égos des rappeurs et ça peut aller beaucoup plus loin. On a vu beaucoup de choses. Beaucoup de rappeurs font partie de gangs. Donc c'est des choses qui sont délicates. Donc voilà, ça c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à parler sur ce clash entre les deux. Parce que vraiment, je clôture la vidéo avec ça, hein, finalement, parce que c'est pour moi mythique et un exemple pour ne pas avoir ce genre de clash à l'avenir. En fait, on ne veut plus de morts, on ne veut plus de tout ça. Et c'est terrible de se dire qu'on a perdu 2 légendes du hip-hop pour un clash qui finalement, en fait, s'il n'y aurait pas eu les gangs, s'il n'y aurait pas eu Suge et s'il n'y aurait pas eu Puffy, à mon avis, le clash ne serait pas parti aussi loin. Donc voilà pour ça. Voilà, messieurs, dames, pour moi, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé découvrir un petit peu ces clashs. Alors moi, j'ai été un peu en survolant, etc. Ça aurait été beaucoup trop long. Et franchement, si vous êtes frileux d'aller découvrir plus de choses, allez-y vous documenter. Il y a plein d'interviews que vous pouvez aller regarder. Les morceaux, allez écouter les morceaux, les disques qui sont sortis pour chacun des clashs, qui sont très intéressants. Regardez les paroles, etc. Même les beats qu'il y a derrière, les productions. Et les conflits, les détails et tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Donc, allez-y sur les autres, jetez un coup d'œil. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié de m'avoir écouté parler de ces clashs qui, pour certains, sont mythiques, d'autres légendaires et d'autres un tout petit peu moins connus. Donc voilà, je vais m'arrêter à là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, messieurs, dames. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime. N'oubliez pas de commenter aussi. Voilà, hein, partagez vos avis toujours dans la bonne et bienveillance. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!